présente un test intitulé « Analyse critique de la législation archivistique au Bénin », principalement axé sur le décret que tout le monde connaît, 2007-532, qui organise les archives au Bénin. Vous avez à l'écran le plan. Je vais faire une brève introduction. Je ne dépasserai pas 10-12 minutes. Ça peut aller. Alors, je vais donner une vue globale sur le test, une vue globale sur la législation. Ça, je ne vais pas beaucoup m'appesantir, puisque M. Padono, qui m'a précédé, l'a amplement fait. Ensuite, je vais donner la structure du test, puis relever quelques insuffisances techniques. Et par rapport à ces insuffisances, donner des contre-exemples dans la vie courante. Alors, quand on parle de législation en général, on parle de l'ensemble des tests, que ce soit du domaine de la loi ou du domaine réglementaire, dans un espace donné. Et de façon générale, on peut parler de législation comme on peut parler de législation dans un domaine spécifique. Donc une législation spécialisée. On y comprend les lois, les décrets, les arrêtés, les décisions des institutions administratives. La HAC, par exemple, une institution administrative. On a beaucoup d'agences actuellement ou de commissions. Par exemple, le Conseil national de l'éducation, c'est une institution. Ils appellent ça autorité administrative indépendante, qui ont le pouvoir de prendre des décisions qui s'imposent. Alors, il y a également les décisions des juridictions, donc la Cour suprême, par exemple, la Cour constitutionnelle qui prend des décisions qui s'imposent. Alors, il y a les arrêts des tribunaux, des cours et d'autres types également. Alors, même si on ne met pas ces derniers pour les juridictions dans la législation de façon systématique, le sens large de législation comprend ces éléments puisqu'ils viennent préciser des fois ou compléter les tests qui existent. Ils interprètent d'ailleurs ces tests-là. Au niveau du Bénin, la législation archivistique, si je dois la présenter, on peut parler au niveau des lois. Il n'y a pas de loi spécifique, mais des lois abordent partiellement la gestion des archives. M. Padono a parlé du Code de l'information et de la communication précédemment. Moi, je mets ici l'accent sur le Code du numérique, qui est une loi de 2020. Je crois que c'est la révision qui est de 2020. La loi initiale, je crois que c'est de 2017 ou de 2018. Ensuite, il y a le décret que j'ai mis en rouge, celui dont je vais parler, le 2007-532 du 2 novembre 2007. Ensuite, il y a les décrets portant structure type des ministères qui, sans directement parler des archives, abordent les instances de gestion des archives. Alors, je parle également d'une circulaire du ministre de l'Intérieur qui, en fait, répète les structures. Cette circulaire détermine les structures types des mairies. Vous avez vu comment ça a été mis en place avec les RSI. Donc, ils ne sont que par parallélisme avec les DSI qu'on a au niveau des ministères et des structures entreprises publiques. Ce décret comprend deux parties, en 55 articles. Le chapitre 1, qui va de l'article 1 à l'article 21, donne des définitions, donne l'attribution et l'organisation de la direction des archives nationales. Le chapitre 2, qui va de l'article 22 à l'article 31, parle des dépôts d'archives départementales, communales et locales. Le chapitre 3, qui va de l'article 32 à l'article 47, parle du fonctionnement de la direction des archives nationales. Et le chapitre 4, 48 à 53, qui parle des archives privées. Et le dernier chapitre, le chapitre 5, qui comprend 3 articles et qui parle de dispositions transitoires. Le décret donne une définition très juste des archives, une définition que nous avons eu à analyser à d'autres occasions, qui se trouve être très voisine de celle préconisée par le Conseil international des archives. Je ne la récite pas, je ne la reprends pas, on la connaît par cœur. Avant d'aborder les insuffisances, je vais rappeler la théorie des 3 âges. Je ne vais pas beaucoup insister, vous connaissez tous. La théorie des 3 âges divise le cycle de vie de documents en 3 phases appelées âges. Le premier âge, où les documents sont des archives courantes, ils sont dans les bureaux. Ce sont des documents qui sont encore nécessaires pour le fonctionnement de l'administration au quotidien. Alors, ces archives, après un certain temps, passent en archives intermédiaires ou semi-courantes,
Alors, elles sont conservées dans le service des archives. Et la troisième phase, ce sont des archives dont on n'a plus besoin au quotidien, mais auxquelles on peut faire recourir. On peut faire recours, excusez-moi. Et ces archives, par la suite, passent en archives historiques où elles n'ont plus d'utilité administrative, c'est-à-dire l'administration qui les a produites, elles ne sont plus utiles à elle, mais à cette administration, mais conservent tout à fait une utilité pour l'histoire, pour la culture, pour la science. Et elles sont gardées aux archives historiques. Les durées de conservation de ces documents, la durée pendant laquelle un document est appelé archive courante ou archive intermédiaire forment ce qu'on appelle la durée d'utilité administrative. Alors maintenant, regardons l'article 38 du décret. Alors, il définit très bien les archives courantes, donc sont considérées comme archives documents actifs, donc courants, les documents encore nécessaires à la conduite quotidienne des activités. C'est ce que j'ai dit en d'autres mots tout à l'heure. Mais en rouge, on dit la durée pendant laquelle, en jaune du moins, pendant laquelle les documents sont considérés comme actifs ou d'utilité courante varie entre 3 et 5 ans à partir de leur date de création. Et là, c'est un problème et c'est justement pour ça que j'ai fait cette communication. L'article 39 définit très bien les documents semi-actifs ou intermédiaires. Et en jaune, les documents semi-actifs sont les documents dont l'âge varie entre 3 à 10 ans. Si je me résume, l'article 46 pour compléter, le dépôt de préarchivage verse aux archives publiques les documents qui ont atteint l'âge de 10 ans. Alors, si je résume ces articles, cela veut dire que lorsqu'un document date de moins de 3 ans, il est dans les bureaux. Lorsqu'il a entre 3 et 10 ans, il est au service des archives. Lorsqu'il date de plus de 10 ans, il est au service des archives historiques. C'est ce que veut ce décret-là. Les articles ont parlé de de documents. Quand, dans le langage courant, l'archiviste, quand il parle de documents, c'est le sens qui détermine s'il parle d'un document unique ou s'il parle d'un ensemble de documents sous forme de sous-dossiers, de dossiers, etc., etc. Le dossier, on le sait, c'est un ensemble de pièces relatives à une même affaire. Et le dossier a une date de création, qui est la date de la première pièce. Il a une date de clôture, qui est la date de la dernière pièce. Et le dossier doit être versé au service des archives après clôture. Et suivant la théorie des 3 âges, j'y reviens, entre les âges, il y a l'opération qu'on appelle un versement. Pour passer d'un âge à l'autre, on fait un versement. Et ce versement est sanctionné par un document qu'on appelle bordereau de versement. Ce bordereau de versement décrit des dossiers. Donc, il n'est pas possible que l'on parle de versement de documents tout court en pensant à la pièce, mais plutôt au dossier. Alors, donc, il faut verser les dossiers. C'est ce qui ressort de la théorie archivistique. Alors, quand je croise le décret et la théorie archivistique, je prends une affaire qui dure 6 ans. Cela veut dire que depuis 6 ans, on est en train de constituer des dossiers. Si je me réfère à la théorie archivistique, tant que l'affaire n'est pas close, le dossier n'est pas clos, je ne dois pas envoyer les dossiers aux archives. Mais le décret dit que c'est entre 3 et 5 ans. Donc, au plus tard 5 ans, je dois envoyer. Donc, si l'affaire dure 6 ans, cela veut dire qu'il y a au moins une partie des documents qu'elle a générés qui doivent, au nom de ce décret, aller au service des archives intermédiaires. En croisant, le décret ne porte pas sur les dossiers, mais plutôt sur les documents pris de façon individuelle en tant que pièces. Donc, il demande d'envoyer les pièces, alors qu'il faut envoyer en principe le dossier. Alors, en autorisant ça ou en obligeant à ça, puisque le décret dispose, on doit respecter, en obligeant à ça, le décret demande donc le démantèlement des dossiers si celui-ci était construit, était constitué dans les bureaux. Puisque nous avons l'obligation, avec l'exemple que j'ai pris, nous avons l'obligation d'envoyer les documents qui ont déjà 5 ans au service des archives, alors que ceux qui ont moins de 5 ans, nous avons tout à fait le droit de les garder. Alors, une pièce
Alors, on le sait très bien, le décret fait la relation entre l'âge et la durée d'activité, alors que c'est le besoin qui doit déterminer la durée d'activité. Alors, on sait très bien qu'une pièce d'archive n'a de valeur que lorsque ça se trouve dans son dossier. En demandant donc d'enlever les pièces d'un dossier, si le dossier était constitué, on ne met plus en valeur la pièce. On ne permet plus son exploitation ultérieure, puisque pour comprendre une pièce, il faut voir celle qui a été produite, celles qui ont été produites avant, celles qui ont été produites après. Voilà. Les contre-exemples. Donc, quand je prends le tableau, le modèle de tableau de gestion que la direction des archives nationales a fourni, on peut y lire que des durées d'utilité de conservation, aussi bien dans les bureaux que dans les services d'archives, sont au-delà de 10 ans ou inférieures à 3 ans. Vous allez en avoir d'1 an, de 2 ans, alors que le décret demande 3 à 5 ans pour être dans les bureaux et au-delà de 10 ans pour aller au service des archives historiques. Alors, j'ai donné l'exemple, hein, quand il faut consulter la partie acte officiel, correspondance, documents administratifs, etc. Alors, la durée de conservation des documents d'archives de plus de 10 ans, j'en ai parlé déjà. Alors, je prends un exemple de dossier de mandatement, ce que les comptables appellent mandatement. Quand vous prenez ça, c'est un dossier qui se clôt automatiquement le 31 décembre. Ça s'ouvre le 1er janvier, ça se clôt le 31 décembre. Avec ce décret, on n'a pas le droit d'envoyer au service des archives. Or, le décret portant règlement de la comptabilité publique, règlement général de la comptabilité publique, oblige le comptable public à envoyer dès le 2 janvier, à commencer le processus pour l'envoyer à la juridiction financière en juillet. Sinon, il engage sa responsabilité personnelle. Donc, en quelque part, ce décret 532 n'est pas en concordance avec les archives, avec les basiques de l'archivistique. Il n'est pas non plus en concordance avec le décret sur la comptabilité publique en ce point. Je prends un dernier exemple, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voté en 1991, révisé plusieurs fois et en 2000. Puis, la dernière fois, c'est en 2020. Ça fait 20 ans. Or, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est un document d'usage courant. On y fait recours pour convoquer les sessions, pour gérer les sessions, pour gérer le personnel, pour gérer les finances. Et voilà, il a été révisé 20 ans après. C'est seulement 20 ans à sa révision qu'il n'est plus d'utilité courante. Et si je dois appliquer ce décret, on l'aurait envoyé depuis aux archives nationales. Donc, ce décret comble un vide, mais il se fait qu'il n'obéit pas à la théorie des 3 âges. J'en ai parlé. Il n'obéit pas non plus au principe de respect des fonds. Donc, en fait, il nous fait sortir du champ de la gestion des archives et par conséquent, ça ne favorise pas l'efficacité de l'administration. Il y a des choses que j'ai dites en raccourci et il y a une question sur laquelle je laisse chacun réfléchir. Si on a eu l'opportunité de mettre en place un seul décret qui comporte autant d'incohérences ou de fautes techniques, si on demande de mettre en place une loi qui doit être suivie de décrets d'application, et décrets d'application, ce n'est pas un seul. Et si vous avez pu suivre le gouvernement il y a quelques semaines déjà, tout projet de loi soumis au gouvernement doit être accompagné des décrets d'application, de telle sorte que quand la loi est votée, son application ne tarde plus. Donc si aujourd'hui on demande aux archivistes de proposer une loi, est-ce qu'ils ont la capacité de mettre le contenu qu'il faut? J'en ai fini, je vous remercie. La question que j'aimerais poser, c'est, et savoir si c'est dans le cadre de l'assurance, est-ce qu'on peut respecter cette durée? Moi, j'ai une question pour M. Kader pour terminer. L'article 268 du Code du numérique, à moins de me tromper, sur la preuve électronique. Ces derniers temps, à titre personnel, moi, j'ai été confronté à une situation. Vous avez une attestation qu'on vous a délivrée de New York ou de partout. Vous avez dans votre boîte électronique, vous tirez cette attestation, vous allez au tribunal, on refuse de vous la légaliser parce qu'elle est scannée ou elle est tirée. Qu'est-ce qu'il en pense dans sa lecture critique aussi?
des questions informationnelles ou archivistiques ou même documentaires, et sur la question donc du décret de la législation ou de la réglementation, faut que je m'embrouille, qu'il a essayé de regarder en évoquant cet article 268 sur l'écrit numérique, sur la preuve électronique. La réglementation archivistique au Bénin, est-ce l'heure ou l'UE ou c'est partagé? Monsieur Armel M. vous a posé cette question. Dans ma présentation, la réglementation archivistique au Bénin est partagée entre l'UE et l'UE. De mon point de vue, j'ai l'impression que il nous est arrivé de faire des pas, notamment le projet de loi. Donc ça, c'était une lueur d'espoir. Quand juste on a eu ce projet de loi qui a été quand même monté, qui a été étudié avec des magistrats, des juristes, des greffiers, une bonne partie du personnel juridique, agent permanent de l'État qui avait participé au séminaire d'Abomey pour adopter le document de politique nationale des archives. Donc ça, c'était une lueur d'espoir. Quand on a eu la direction dans l'organigramme du ministère, quand on a eu la direction de l'informatique et du pré-archivage, je me rappelle qu'on avait tous applaudi, se disant que bon, enfin, les archivistes vont occuper ces postes-là. L'heure, parce que après, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. 0,02% des directeurs de l'informatique et de pré-archivage sur cette période-là, c'est seulement 0,02% qui ont pu être des archivistes, parmi tous ceux qui ont été nommés successivement par les directeurs. Donc, élément de désespoir. C'est un mélange partagé entre des leurs et des lieurs. Mais je pense qu'on est arrivé à un carrefour avec le document, la deuxième génération du document de politique nationale des archives. Je pense que c'est vrai, il a évoqué la question de réviser le décret en vigueur, mais j'ai pu avoir l'espoir que même dans ce document, la question de la prise d'une loi s'avère nécessaire. Pour votre première préoccupation, je pense que dans le code ne donne pas les détails techniques. Je ne sais pas s'il y a eu des décrets d'application dans ce sens. Quelles sont les conditions, quels sont les critères, les caractéristiques qu'un document numérique qui a été imprimé, quelles sont les caractéristiques que le document numérique doit avoir en termes d'horodatage, en termes d'intégrité, d'authenticité, de pérennité. Comment vérifier? Quels sont les éléments à vérifier? Et comment les vérifier du point de vue technique pour accorder à ce document la capacité de pouvoir être utilisé comme une preuve? Ces détails-là ne sont pas dans le code. Et quand j'ai fouillé, j'ai vu qu'il n'y a pas eu de décret d'application vraiment dans ce sens. La loi est restée un peu, on va dire, silencieuse sur ces éléments-là. Il faut donc des précisions. Et c'est à travers l'archivage électronique un projet de loi qui va réglementer la question des archives, qui ne peut pas occulter l'archivage électronique. Aujourd'hui, on est tous embarqués dans l'électronique, dans le numérique. Donc, je pense qu'à cette occasion-là, il faut pouvoir apporter, il faut pouvoir faire du bruit pour combler ce silence-là. Merci. Donc, je disais que dans des tableaux de gestion que nous avons, il y a des délais, il y a des éléments de durée de conservation d'1 an, de 2 ans. Et donc, ce sont les besoins de terrain qui font déterminer les durées de conservation. C'est pas réaliste, ça peut pas être appliqué. Et comme je l'ai dit dans les contre-exemples, il y a des éléments qui datent de plus de 10 ans, qui sont encore courants. Il y a un intervenant qui a demandé si les durées de conservation concernent les archives privées. Alors, je crois que le décret ne fait pas tout à fait une distinction entre la gestion des archives privées et la gestion des archives publiques. Elle définit les archives publiques, elle définit les archives privées. Il définit les archives publiques, il définit les archives privées. Et si je ne me trompe pas, il s'applique aussi bien aux archives publiques qu'aux archives privées.
en 2007. Ce décret date de 2007. Le premier document de politique de développement des archives, ça a commencé en 2007, je crois. Ça a fini en 2008, ça a été adopté en 2009 par le gouvernement. Il a écrit que la législation est obsolète. C'est-à-dire, déjà en 2007, le décret est pris, mais en 2008, on a vu que c'est obsolète. Donc, c'est un problème. Donc, si on prenait une loi dans les conditions aujourd'hui, demain, on va trouver que c'est obsolète aussi. Donc, il faut qu'on réfléchisse pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans une loi et comment, en tout cas, il faut que les bases de l'archivistique y soient. La durée de conservation dans les bureaux de 3 ans, inférieure à 3 ans, est applicable. Il a dit non, ce n'est pas applicable parce que déjà sur le terrain, ça ne s'applique pas puisque nous avons des outils de gestion qui donnent des durées de conservation dans les bureaux d'1 an ou de 2 ans. Faire une loi ou un décret, ce n'est pas l'affaire d'une personne. C'est un travail de concertation, c'est un travail de réflexion. Et il faut quand même un leadership en la matière. Ça ne peut être que la direction des archives nationales qui doit savoir comment conduire le processus. On ne peut pas le lui imposer. Ce décret, ce n'est pas une seule personne qui a écrit. Ce n'est pas que la direction des archives nationales qui a fait ça, par exemple. Le décret n'est pas tombé du ciel sur la table du président de la République. C'est parti de quelque part. Il y a des réunions qui ont abouti à cela. Donc, il faut que le même processus se mette en place si on doit le faire et que les réflexions soient mûries à propos. Monsieur Kwadeno a toujours parlé de l'enlage d'une loi. Bon, il a parlé de projet de loi, mais je crois que ça doit être un avant-projet de loi. Un avant-projet de loi qui, depuis 20 ans déjà, on ne sait pas quel chemin il prend. C'est plus lent que la tortue. On ne sait pas à quel niveau ça se trouve. Voilà. Donc, si ça... Par exemple, je ne comprends pas le processus. Je ne suis pas impliqué dans le processus de mise en place de cet avant-projet de loi. Donc, voilà. Ce n'est pas l'affaire d'une personne et on ne peut que contribuer quand on est appelé ou par les réflexions comme celle-ci. Merci.